Bonjour et bienvenue dans ce podcast, premier jalon d'une série de 4 consacrés à l'exploration de concepts qui, depuis des générations, érigent la pensée et l'action des peuples africains. Cet échange s'inscrit dans le cadre de la session de formation sur la mobilité citoyenne et apprentissage portée par la maison hôte Caribou sous le nom de la cohorte sous-régionale Luc Onkulula. Le panafricanisme et l'intégration africaine figurent parmi les piliers de la conscience africaine, tantôt alliés, tantôt rivaux, l'un porté par l'élan des âmes insurgées, rêve d'unité spirituelle, politique et culturelle, l'autre, patient édifice institutionnel, cherche à inscrire l'Afrique dans la dynamique implacable des échanges et des coopérations. L'utopie et la pragmatique, la ferveur et la méthode. Opposition ou complémentarité, c'est à cette réflexion que se joignent 9 voix venues des pays de la sous-région pour interroger l'histoire. Car au moment où le continent oscille entre dislocation et convergence, il nous convient à nous jeunes d'interroger notre histoire et également d'éprouver les concepts et de repenser les liens. Je partage ce court instant, court mais intense, de réflexion avec 2 jeunes sœurs activistes venues du Tchad et du Burkina Faso. Je suis bien sûr avec Sohiba Mahmoud Bachar du Tchad et Kabore Aïdara du Burkina Faso. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de me faire le plaisir d'être là avec moi et bonjour à ce charmant public et aux chers internautes qui nous écoutent ou nous regardent à travers leur smartphone. Bonjour. Bonjour. Plaisir partagé d'être là sur le plateau avec toi. Et bonjour à tous ceux qui me regardent. Je te laisse peut-être faire une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. D'accord. Je suis Palingwende Arlette Aïdara Kabore du Burkina Faso. Je suis gestionnaire de projets de formation. Je milite dans une association du nom de Soudou Ondal qui est engagée dans la lutte contre l'extrémisme violent, le changement climatique et l'intégration du genre dans les projets et programmes de développement. Je suis aussi assistante de projet au Centre pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso. C'est un profil assez intéressant. Merci encore une fois. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je te laisse nous faire une petite présentation. Sohiba, c'est comme ça? J'ai bien prononcé? Bien ça. Ok, bonjour à vous, bonjour à tous. Je m'appelle Sohiba Mahmoud, je viens du Tchad. Je suis informaticienne de formation. Je suis membre de Internet Society ISOC chapitre Tchad. Je suis aussi panafricaniste. Je suis ambassadrice panafricaine sur la gouvernance de l'Internet. Et je suis aussi fondatrice de Digital Woman, une initiative qui fait dans l'insertion des femmes tchadiennes dans le numérique. Vous êtes panafricaniste, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on interroge les concepts. Alors le panafricanisme et l'intégration africaine, qu'est-ce que cela vous évoque? Parlons du panafricanisme qui est une vision prenant sur l'unité, la solidarité et l'émancipation des peuples africains, tandis que l'intégration africaine est un processus institutionnel qui fait dans la coopération économique et politique des États membres. Selon vous, ces 2 concepts vont-ils de pair ou il y a une différence fondamentale entre les 2? Bon, je pense que le panafricanisme est beaucoup plus lié sur l'idéologie culturelle, tandis que l'intégration africaine est beaucoup plus dans tout ce qui est politique et économique. Mais en tant que politique aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un discours panafricaniste et ne pas œuvrer donc pour l'intégration africaine? Est-ce que ces 2 concepts-là, dans la réalité des choses, sont vraiment distincts? Exactement. En étant panafricain, il faut qu'on prenne en compte toutes nos cultures, nos origines, avant de parler économie et politique. Il faut toujours qu'on mette un assaisonnement culturel et traditionnel de nos valeurs qu'on ne doit pas oublier. Effectivement, il faut bien doser les choses comme on dirait. Alors, comment l'un influence-t-il l'autre? J'ai envie de vous demander, Kabore Aïdara. Moi, je dirais que
le panafricanisme, il est le socle ou le fondement de l'intégration africaine, si on peut le dire. C'est avec des idéaux panafricanistes que et nos pères fondateurs, si on peut le dire comme ça, ont eu l'initiative de mettre en place des institutions comme l'UA ou la CEDEAO. Alors que l'intégration africaine est un peu plus complexe parce qu'avec les idées nationalistes, les conflits politiques, et vraiment remettre beaucoup en cause ce concept. Donc on peut dire que vraiment c'est là qu'on peut retrouver les deux différences. Effectivement, et quelles sont, selon vous, hein, toujours selon votre expérience et votre manière de voir les choses, les valeurs qui sont essentielles au panafricanisme à l'heure où on parle? Actuellement, moi je pense que le panafricanisme comme valeur, il faut l'unité et la solidarité. J'insiste beaucoup sur ces deux mots parce que actuellement le continent africain est confronté à beaucoup de difficultés et les populations vivent les mêmes réalités. Et il faut que les peuples arrivent à s'unir, à être solidaires pour vraiment faire face à ces défis-là. Effectivement, mais quand j'entends vos deux discours, c'est bon, c'est mon interprétation. J'ai l'impression que ce sont seulement les politiques qui portent cette intégration africaine-là. Et est-ce que c'est pas aussi le bas peuple comme nous, en tant que panafricanistes, qui portons cette intégration aussi? Euh, Parce qu'elle a plusieurs niveaux. oui, il y a les politiques, il y a nous aussi qui sommes là, qui militons pour des valeurs panafricaines. Il y a beaucoup de panafricanismes qui sont là, qui font entendre leur voix, même s'ils sont beaucoup marginalisés. Et vous, par rapport à votre expérience personnelle, comment vous voyez aujourd'hui ces voix-là? Est-ce qu'elles sont crédibles? Qui est panafricaniste? Parce que le concept est assez vague et je pense que la jeunesse de ce continent n'a pas vraiment, bon, ou bien est en train de comprendre, mais ne vit pas vraiment ce panafricanisme-là au jour le jour. Moi, je dirais que tout le monde est panafricaniste. Si tu t'identifies en tant que panafricaniste, tu l'es, parce que c'est une valeur, c'est une idéologie. Maintenant, tu dois poser des actes pour ça. Tu dois porter ta culture, tes traditions. Montrer que c'est pas tout ce qui vient de l'étranger qui est forcément vrai, qui est forcément correct. Assez intéressant, c'est sa vision du panafricanisme et de l'intégration. J'ai envie de te poser la même question. Est-ce que ce sont seulement ces politiques-là qui sont à même de faire vivre le panafricanisme, de faire évoluer l'intégration africaine, ou nous aussi, en tant que jeunes, en tant qu'activistes, on a notre part à réaliser? Bien sûr, nous, en tant qu'activistes et en tant que jeunes de la société civile, nous avons notre voix, mais notre voix n'est pas entendue à l'international. Donc, les politiques, les gouvernements portent nos voix, nous, jeunes, les sociétés, les organisations de la société civile au plan international. Là, j'ai vraiment envie de demander, est-ce que le gouvernement porte nos voix, d'accord, mais est-ce que tu te sens assez représenté par rapport aux décisions qui sont prises dans le cadre de l'intégration africaine? Et est-ce que tu ressens un certain panafricanisme, surtout dans les discours et tout ce qui se fait comme action par les gouvernants? Bon, des fois, les gouvernants, malgré qu'on partage nos idées, etc., ils prennent les idées qui vont les avantager, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas être panafricains, par exemple aussi à l'Union africaine, pour avoir des retombées après. Donc, ils prennent que juste les idées qui les avantagent plus, surtout les idées politiques, économiques, mais ils laissent un peu le côté panafricain là. Est-ce que tu partages l'avis? Je voudrais rejoindre, je la rejoindrai sur ce qu'elle a dit. Et les gouvernements prennent au fait ce qui les intéresse du panafricanisme. Et lors de leurs activités, leurs ateliers, ils parlent de ce qu'ils ont envie, de ce dont ils ont envie. Alors que réellement, c'est pas ce que nous, jeunes, on a besoin en fait. Et c'est vraiment très complexe parce que on essaie au maximum de porter nos voix, de souvent se mettre en consortium pour essayer de plaider auprès des autorités pour qu'ils nous entendent, pour qu'ils comprennent qu'en fait l'heure est grave. Il faut que vous réveillez pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Si je t'entends bien, bon, je répète, il y a des aspects du panafricanisme que ces dirigeants-là prennent. Est-ce que le panafricanisme peut exister
s'il y a seulement des portions de celui-ci qui sont pris par ces gouvernants-là, est-ce qu'on peut les appeler panafricanistes à ce niveau? Non, 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 non. Le panafricanisme ne peut pas être pris par portion. Il faut tout le prendre. Soit tu le prends tout, soit tu ne prends pas. Parce que du moment que c'est une idéologie, du moment que il faut que tu te sentes au fait dans le mouvement, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Parce que tu peux pas dire j'ai un pied dehors et un pied dedans. Forcément, tu vas te casser la figure. Donc faut avoir les deux pieds dedans, militer vraiment, que nos peuples soient unis pour arriver à quelque chose. Je partage un peu cet avis. Morhaba, est-ce que tu penses que le panafricanisme peut exister dans une société où chacun pense à soi-même avant de penser aux autres? Où le gouvernement pense à son État avant de penser à l'unité africaine? Ok, je partage aussi un peu l'avis de Haïdara. C'est trop compliqué si les représentants des pays pensent à leur intérêt général au lieu de porter le panafricanisme au forum régional et international. Mais je pense que les gouvernements africains prennent de plus en plus conscience sur les inconvénients que l'Occident nous a ramenés en Afrique. Et donc là, je pense qu'il y a une évolution dans le panafricanisme en Afrique. Un panafricanisme renouvelé, je pense que le concept doit être repensé parce que les pères fondateurs avaient leur propre vision et leur propre réalité par rapport à la chose et qu'aujourd'hui, nous aussi, nous avons notre propre réalité. Au sein de cette rhétorique que vous avez de prendre le panafricanisme à cœur en un bloc, il y a aussi la solidarité et l'unité, mais il y a un discours qui émerge de nationalisme et de morcellement, donc de maintien de ce morcellement-là qui est un héritage colonial. Moi, j'ai envie de vous demander quel est le rôle des gouvernements donc, et des organisations panafricaines. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en matière de redevabilité pour encourager ce processus-là d'intégration? Ok, les gouvernements africains doivent mettre en place des activités dans les écoles, dans les universités pour encourager la jeunesse et aussi sensibiliser la jeunesse sur l'importance du panafricanisme dans le pays et en Afrique, le nationalisme dans le pays et le panafricanisme en Afrique parce que c'est vraiment important. Nous, en étant au primaire, au collège, au lycée, on n'a pas eu cette chance-là. C'est après, quand on a grandi, quand on a essayé de se cultiver, qu'on a appris cela. Donc, je pense que le gouvernement doit mettre en place ces systèmes-là, des centres qui, par exemple, vont proposer des activités, des formations sur le côté panafricanisme-là et cette importance-là. C'est une bonne solution parce qu'on le note, hein, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs, on ne reçoit pas ce contenu-là de panafricanisme dans le cadre de nos formations. Il faudra à la personne d'avoir cette volonté-là d'aller vers l'information. Et c'est vraiment capital. Quelle autre solution as-tu à proposer ou sinon on donne la parole à notre sœur? Bon, une autre solution, c'est qu'en fait, l'Afrique en général a été colonisée par différents pays. Donc, on a toutes différentes cultures. Donc, je pense que nos chefs d'État aussi, faut qu'ils trouvent une stratégie de se mettre d'accord sur quelques points avant que le peuple ait cette vision du panafricanisme, la vision du panafricanisme uni en fait. Parce que chaque pays africain a sa vision du panafricanisme, donc des fois on ne peut pas se mettre d'accord sur quelques points là. Donc je pense que les représentants ou les dirigeants des pays africains doivent se mettre d'accord sur une vision unique pour l'Afrique. Exactement, d'où l'intérêt de repenser le concept par rapport aux défis qui nous lient actuellement. Kaboré, Aidaras? Et je voudrais d'abord la rejoindre sur le premier concept qu'elle a donné. Mais peut-être en ajoutant quelque chose. C'est vrai, ça part de l'éducation, mais au-delà de l'éducation, si je peux le dire, c'est qu'on peut aussi créer des programmes d'échange. On éduque nos enfants dans nos pays, mais aussi on crée un programme d'échange avec d'autres pays pour partager la même vision, comme tu l'as dit, pour ta deuxième proposition.
Moi, et puis ma deuxième proposition, je pourrais parler de déconstruire les stéréotypes qu'on a hérités voilà, de la colonisation. Vraiment casser les barrières qui sont dans nos têtes pour nous faire pour comprendre que l'Eldorado, c'est pas de l'autre côté, c'est ici chez nous d'abord. Et quand on va recevoir maintenant cette éducation, on pourra se mettre ensemble et ça sera OK, super. J'approuve vraiment l'idée des échanges parce qu'on n'a pas une mémoire assez collective de ce qui s'est passé, de l'histoire qui nous lie. Donc, je pense que ces cadres d'échange-là nous permettront de vraiment briser ces barrières. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous préconisez, vous, en tant que jeune issu des organisations de la société civile? Pensez-vous que votre voix aussi peut porter et comment on peut vous impliquer dans ce processus-là d'intégration? On dit que souvent, seul, peut-être les choses ne peuvent pas avancer, mais si on se met en consortium, on part, on voit l'État, ou bien on voit l'autorité de qui de droit. On fait notre plaidoyer. Si ça ne marche pas, on repart. Ah, le plaidoyer, le coup du plaidoyer. On a fait tellement de plaidoyer. Mais il faut bien commencer à quelque part. Pour dire que j'ai commencé ici, ça n'a pas marché, voilà pourquoi je suis partie de l'autre côté. Si le plaidoyer ne marche pas, maintenant, on essaie à la manière forte. Peut-être des conférences, peut-être une marche pacifique, pour vraiment les faire comprendre qu'on est décidé à faire quelque chose. Mais souvent, seul, c'est un peu compliqué. Mais à plusieurs, ça peut aller. Effectivement, ensemble, on va plus loin. Est-ce que, du point de vue d'une informaticienne que vous êtes, de quelqu'un qui maîtrise le monde du digital, pensez-vous que le digital puisse impacter à ce niveau-là? Exactement, le digital peut impacter cette vision du panafricanisme-là parce qu'on peut aller, l'informatique va au-delà des frontières. Donc, en partageant un seul poste, on peut viser des milliers et des millions de personnes. Donc, je pense que le digital là, est une solution phare pour impacter un maximum de populations. Mais c'est vrai que c'est possible de faire ça, mais comment y aller de manière très sécuritaire? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des lois qui vraiment protègent les gens sur Internet. Et aujourd'hui, les jeunes parfois peuvent y aller de manière très très forte et se retrouver avec vraiment beaucoup de problèmes en retour. Comment on fait cette utilisation-là? Exactement, il ne faut pas le faire aussi de manière très très brutale, mais c'est juste un plaidoyer, une sensibilisation, comme Aïdara le disait. Par exemple, des hashtags, par exemple, des ateliers dans les écoles pour leur rappeler que être panafricaniste, c'est vraiment important. Comme ça, petit à petit, ça va. Les petits vont sensibiliser les grands vont sensibiliser les petits. Et je pense que c'est de cette manière-là que le panafricanisme va aller loin. Effectivement, et nous espérons que le panafricanisme ira très, 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 très loin. J'ai envie de demander en quoi cette mobilité intercontinentale va aujourd'hui nous aider dans nos rapports en tant que panafricanistes. Aïdara? Parce qu'aujourd'hui, on est là, hein, dans le cadre de la formation de Caribou. On échange sur des concepts qui nous interpellent et on a la chance aujourd'hui de pouvoir partager ton expérience, l'expérience d'une Tchadienne. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Donc, d'où l'importance de la mobilité citoyenne. Donc, quel impact ça a sur l'intégration, notamment sur notre vision globale du panafricanisme? D'accord, je vais aller sur ce que tu as dit. On est tous là pour cette formation. On est tous venus avec des visions différentes du panafricanisme. Avec les échanges qu'on a eus, je pense qu'on peut dire que maintenant, on a une vision commune du panafricanisme. En repartant dans nos pays, chacun de nous va essayer, si je ne me trompe pas, hein, chacun de nous va essayer de porter vraiment ce qui a été fait, ce qui a été dit ici, pour avoir ce petit impact, pour changer les choses. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, effectivement, c'est tout l'objectif, hein, de peut-être, excusez-moi, peut-être copier un modèle qui marche, un modèle d'activisme qu'on aura à échanger ici, entre autres. Donc, c'est tout l'objectif et d'échanger notre propre vision du panafricanisme. J'ai envie de parler de la culture parce que qu'on le dise ou non,
l'Africain est trop centré dans la culture, dans les problèmes d'ethnie, d'appartenance religieuse et culturelle. Aujourd'hui, est-ce que cela ne constitue pas quelque part des barrières, surtout au niveau de la culture et au niveau de la langue, des barrières à notre vision globale du panafricanisme et également aussi sur l'intégration de nos différents peuples? Bon, en fait, c'est la culture et la tradition est vraiment une barrière pour l'Afrique, pour le panafricanisme et pour se comprendre. Parce qu'en Afrique, on a des milliers de langues. Et donc, je pense que l'Union africaine doit se mettre d'accord sur, par exemple, éradiquer ou mettre en place une langue continentale, comme par exemple le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique. Donc, pourquoi ne pas mettre cette langue-là par des centres de formation dans différents pays pour que les gens apprennent la langue et qu'on ait un intérêt commun ou bien une langue commune dans l'Afrique et pour qu'on puisse se comprendre. Est-ce une bonne idée, Kabore? Oui, c'est une très bonne idée, mais moi, je voudrais dire que c'est vrai que les ethnies, les religions, ça, on peut dire que c'est une sorte de barrière, mais peut-être que c'est parce que nous, les jeunes de cette génération, on n'a pas su l'adapter à notre évolution, si je peux le dire. Parce que les gens, dans les temps anciens, ils avaient compris le concept. Ça marchait très bien entre eux. C'est vrai qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'État. Mais entre tribus, ça passait. Il y avait aussi, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais chez moi, il y a la parenté à plaisanterie qui fait que si tu es de telle ethnie, je suis de telle ethnie. Il y a des choses que je peux faire, je peux te faire, mais tu n'as pas le droit de te fâcher avec moi parce qu'on est parenté à plaisanterie. Tu n'as pas le droit de te fâcher. Mais je pense que si nous, jeunes, on avait vraiment continué ce concept, ou bien sûr, on s'était approprié ce concept et la faire évoluer avec nous, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas peut-être ces mêmes soucis. Mais je partage ton avis. On doit avoir une langue qui est autre que le français que nous parlons, qui est un héritage, qui va nous permettre de nous comprendre et d'échanger entre nous. Une langue, une monnaie, franchement, c'est quelque chose qui serait très bénéfique pour l'Afrique. Partager une langue et réadapter tout ce qu'on a eu comme héritage. Je pense que le message est assez clair. Merci Kabore, merci Mohaba. C'est sur ces notes que s'achève cet épisode, mais la réflexion, elle continue et j'espère qu'elle pourra nourrir les esprits et inspirer nos engagements.